Dans les rues animées de Paris, sous un ciel gris d'automne, Claire marchait d'un pas rapide, le cœur battant comme un tambour de guerre. Elle venait de recevoir un appel de sa mère, qui insistait une fois de plus pour qu'elle accepte ce dîner arrangé avec le fils d'un ami de la famille. Mais ce soir-là, en rentrant chez elle, Claire croisa le regard d'Émilie, sa belle-sœur, et tout bascula en un instant volé. Un baiser impulsif qui scella leur destin. Claire s'arrêta net, le souffle coupé. Émilie, avec ses cheveux châtains cascadant sur ses épaules et ses yeux verts remplis de surprise, recula d'un pas. Mais pas assez vite pour effacer la chaleur de leurs lèvres qui s'étaient effleurées. « Qu'est-ce que tu as fait » murmura Émilie, la voix tremblante, tandis que Claire sentait une vague de panique l'envahir. Elles étaient seules dans l'appartement que Claire partageait avec son frère, le mari d'Émilie, absent pour un voyage d'affaires. Ce baiser n'était pas prévu, il était l'aboutissement de mois de regards complices, de conversations tardives et d'une attirance que Claire avait tenté d'enterrer au plus profond d'elle-même. Depuis son adolescence, Claire avait lutté contre ses sentiments. Élevée dans une famille conservatrice de la banlieue parisienne, où les traditions catholiques pesaient lourd, elle avait appris à cacher son inclination pour les femmes. Sa mère, une femme pieuse et intransigeante, rêvait pour elle d'un mariage stable, d'enfants, d'une vie normale. « Tu es si belle, Claire. Pourquoi refuses-tu tous ces bons partis » lui répétait-elle souvent. Claire, avocate en herbe de 28 ans, excellait dans son métier, mais son cœur était un champ de mine. Émilie, arrivée dans la famille il y a 3 ans, avait tout changé. Originaire de Lyon, artiste peintre, elle apportait une fraîcheur bohème qui contrastait avec la rigidité des Moreau. Au début, c'était de l'amitié, des rires partagés lors des dîners familiaux. Puis, les confidences s'étaient approfondies. Émilie se plaignait parfois de la routine avec son mari, de ce sentiment d'étouffement. Claire écoutait, le cœur serré, sentant une connexion qu'elle n'osait nommer. Ce baiser avait tout brisé. Émilie s'assit sur le canapé, les mains tremblantes. Claire, c'est impossible. Je suis mariée à ton frère. Qu'est-ce qui t'a pris, Claire? Les joues en feu. Balbutia, je ne sais pas. Ou plutôt, si. Je t'aime, Émilie. Depuis si longtemps. Les mots étaient sortis. Libérateur et destructeur. Émilie la regarda, les yeux emplis de larmes. Moi aussi. Je ressens quelque chose. Mais ça va nous détruire tous. Elles passèrent la nuit à parler, à pleurer, à se toucher du bout des doigts, évitant tout geste trop intime. Le lendemain matin, le frère de Claire, Antoine, rentra plus tôt que prévu. Il trouva l'appartement en ordre, mais sentit la tension dans l'air. « Tout va bien ?» demanda-t-il. Émilie hocha la tête, forçant un sourire, tandis que Claire s'éclipsa sous prétexte de travail. Les jours suivants furent un tourbillon de mensonges et de culpabilité. Claire évitait les appels de sa mère, qui insistait pour ce dîner. « C'est pour ton bien, ma chérie. À ton âge, il faut penser à l'avenir. » Mais l'avenir de Claire semblait désormais lié à Émilie. Elle se voyait en secret, dans des cafés discrets du Marais, quartier connu pour sa communauté LGBT, où Claire se sentait pour la première fois respirer librement. « Je me sens vivante avec toi » avoua Émilie un soir, sous les lumières tamisées. Pourtant, la peur les rongeait.
Antoine commençait à poser des questions sur les absences d'Émilie. La société française, malgré ses avancées, portait encore des jugements sévères sur les relations comme la leur. Surtout dans un cadre familial aussi traditionnel. Un soir, lors d'un dîner familial, la tension explosa. La mère de Claire, Madame Moreau, annonça fièrement qu'elle avait arrangé un rendez-vous pour Claire avec un jeune homme prometteur. « Il est temps que tu te stabilises, dit-elle. » Claire, les nerfs à vif, répliqua, « Et si je ne voulais pas d'un homme ?» Un silence glacial s'abattit. Antoine rit nerveusement. Mais Émilie blêmit. Plus tard, seule avec Claire, Émilie murmura, « Tu prends des risques inutiles. » Claire répondit, « Je ne peux plus mentir. » Leur relation secrète devenait un fardeau. Un mélange d'euphorie et de terreur. Au fil des semaines, les conflits intérieurs s'intensifièrent. Claire consultait une thérapeute en cachette, explorant ses doutes sur son orientation. Suis-je vraiment lesbienne? Ou est-ce juste Émilie, se demandait-elle. Émilie, de son côté, luttait avec sa loyauté envers Antoine. Il m'a donné une vie stable, confiait-elle. Mais l'attirance grandissait, menant à des moments de tendresse volée, sans jamais franchir la ligne de l'intimité physique, par peur des conséquences. Un jour, Antoine découvrit un message ambigu sur le téléphone d'Émilie. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» hurla-t-il. Émilie nia. Mais le doute s'installa. Claire décida alors de confronter sa famille. Lors d'une réunion chez ses parents, elle avoua, « Je suis amoureuse d'une femme. » Le choc fut immense. Sa mère pleura. Son père resta muet. Antoine explosa de rage. « C'est contre nature » cria-t-il. Émilie, présente, feignit la surprise. Mais son cœur se brisa. Ce soir-là, elle choisit, elle resta avec Antoine, par peur du scandale. Claire se sentit trahie. « Tu m'as abandonnée » lui dit-elle en larmes, lors d'un dernier rendez-vous secret. Mais la trahison n'était que le début. Émilie, rongée par la culpabilité, commença à douter de son choix. Elle contacta Claire en secret, avouant, « Je ne peux pas vivre sans toi. » Leur relation reprit, plus intense, plus dangereuse. Elles planifièrent des escapades, ignorant les risques. Pourtant, la société les rattrapait, des amis communs murmuraient. Des regards suspicieux se multipliaient. À la fin de cette première phase, Claire réalisa le prix de son amour, l'isolement familial grandissant. « Est-ce que ça en vaut la peine ?» se demanda-t-elle. Seule dans son appartement vide. Les mois suivants furent un engrenage de mensonges et de passions contenues. Claire, désormais ostracisée par une partie de sa famille, trouva refuge dans son travail au cabinet d'avocats du centre de Paris. Ses collègues, plus libéraux, l'encourageaient discrètement. « L'amour n'a pas de genre », lui dit un jour une associée open-liguée. Mais chez les Moreau, l'atmosphère était glaciale. Madame Moreau priait pour sauver l'âme de sa fille, tandis que le père évitait le sujet, préférant le silence à la confrontation. Émilie, coincée dans son mariage, vivait un enfer intérieur. Antoine, suspicieux, la surveillait de près. « Tu as changé » lui reprochait-il. Elle niait. Mais chaque nuit, elle pensait à Claire, à leur conversation profonde sur l'art, la vie, l'amour. Un soir, lors d'une exposition à la Galerie Lafayette, elles se croisèrent par hasard. Leurs mains se frôlèrent, et Émilie murmura,
Je ne supporte plus cette vie. Claire? Le cœur en miettes depuis la trahison? Hésita. Tu m'as laissé tomber une fois. Pourquoi recommencer? Émilie pleura, par peur. Mais maintenant? Je suis prête à tout. Elles reprirent leur liaison. Cette fois avec plus de détermination. Des rendez-vous dans des hôtels discrets de Montmartre. Des promenades le long de la Seine au crépuscule. Claire se sentait enfin entière. Mais le poids moral la rongeait. Je trahis mon frère, se disait-elle. Émilie, de son côté, luttait contre sa conscience. Suis-je une mauvaise épouse? Ou simplement honnête avec moi-même? Leur amour était pur, fait de tendresse et de soutien mutuel, mais entouré de dangers. Un jour, Antoine confronta Émilie. Il avait engagé un détective privé qui avait des photos d'elle ensemble. C'est vrai? Avec ma sœur, hurla-t-il. Émilie, acculée, avoua tout. Antoine, fou de rage, appela Claire. Tu as détruit ma vie, cria-t-il au téléphone. Claire, effondrée, tenta de s'expliquer, ce n'est pas contre toi. C'est l'amour. Mais Antoine raccrocha, jurant vengeance. La famille explosa. Madame Moreau organisa une intervention, invitant un prêtre pour guérir Claire. C'est le diable qui t'a tenté, dit-elle. Claire refusa, quittant la maison en larmes. Émilie, divorcée en urgence, se réfugia chez une amie. Mais la société n'était pas tendre, des ragots circulaient au travail d'Émilie, menaçant sa carrière d'artiste. Les gens nous jugent, confia-t-elle à Claire. Elles décidèrent de s'installer ensemble dans un petit appartement du quartier latin, espérant un nouveau départ. Pourtant, les conflits persistaient. Claire reçut des lettres anonymes, probablement de la famille, la traitant de perverse. Émilie luttait contre la dépression, regrettant parfois son choix. Ai-je sacrifié trop, se demandait-elle. Leur relation, bien que profonde, était testée par ces pressions externes. Un soir, lors d'une dispute, Claire accusa Émilie de faiblesse. Tu hésites encore. Émilie répondit, et toi? Tu ignores le prix que j'ai payé. Au milieu de ce chaos, elles trouvèrent des alliés. Une association LGBT à Paris les aida, offrant des groupes de soutien. Claire y rencontra d'autres femmes aux histoires similaires, renforçant sa résolution. Nous ne sommes pas seuls, dit-elle à Émilie. Mais un coup dur arriva, Antoine intentait un procès pour aliénation d'affection. Une procédure rare mais blessante. Claire, en tant qu'avocate, se défendit elle-même, transformant sa douleur en force. Lors de l'audience, elle plaida, l'amour n'est pas un crime. Le juge, progressiste, rejeta la plainte, mais le dommage était fait. La famille était divisée pour de bon. Émilie, inspirée par la force de Claire, décida de révéler publiquement son orientation via une exposition artistique dédiée au thème LGBT. Ces toiles, chargées d'émotions, dépeignaient des femmes enlacées dans des tourments sociaux. L'exposition fit sensation, attirant l'attention médiatique. Mais avec la gloire vint la haine, des commentaires en ligne virulents, des menaces. Claire, protectrice, veillait sur elle. Leur lien se renforça. Mais à quel prix? Claire perdit des clients conservateurs, Émilie des amis. Est-ce la liberté, se demanda Claire, contemplant la tour Eiffel depuis leur balcon. La vie à deux apporta des joies fugaces, mais les ombres du passé persistaient. Claire et Émilie,
Installés dans leur cocon du quartier latin, tentaient de bâtir une routine. Matin caféiné. Soirée à discuter de rêves. Pourtant, les appels de Madame Moreau hantaient Claire. Reviens à la raison, implorait-elle. Claire raccrochait. Le cœur lourd. Un jour, Émilie reçut une visite surprise d'Antoine. Je veux comprendre, dit-il. Les yeux rougis. Émilie, émue, l'invita à entrer. Claire, absente, apprit plus tard la conversation. Antoine avoua sa douleur, mais aussi son amour passé pour Émilie. Je ne t'en veux plus, mentit-il peut-être. Émilie, troublée, confia à Claire, il souffre à cause de nous. Claire explosa, et nous? Nous avons tout perdu. Cette rencontre raviva les doutes d'Émilie. Suis-je vraiment lesbienne? Ou bisexuelle, se questionna-t-elle. Elle consulta une thérapeute, explorant son identité. Claire, jalouse, craignait un retour en arrière. Ne me quitte pas, supplia-t-elle. Leur relation devint tendue, marquée par des disputes sur la loyauté. La société amplifiait les pressions. Lors d'une manifestation pour les droits LGBT à la place de la République, elles furent confrontées à des contre-manifestants. Des insultes fusèrent, pédale. Claire, défiante, leva un poing. Mais Émilie trembla. C'est trop, murmura-t-elle. Ce soir-là, elle proposa, et si on partait? Loin de Paris. Claire refusa, fuir n'est pas vivre. Un tournant arriva avec l'annonce d'une grossesse dans la famille. La sœur cadette de Claire, mariée traditionnellement, attendait un enfant. Madame Moreau invita tout le monde, sauf Claire et Émilie. Pas dans ma maison, dit-elle. Claire, blessée, décida d'y aller quand même, forçant la confrontation. À la porte, sa mère la bloqua. Tu choisis, ta amie ou ta famille? Claire répondit, je choisis l'amour. Elle partit. Larmes aux yeux. Émilie, soutenant Claire, organisa une soirée avec des amis LGBT. Là, elles rencontrèrent Sophie, une activiste charismatique. Sophie flirta ouvertement avec Émilie, semant la discorde. Claire, insécure, accusa Émilie d'infidélité émotionnelle. Tu regardes ailleurs. Émilie nia. Mais le doute s'installa. Bientôt, une trahison réelle survint. Émilie, sous pression, contacta Antoine pour une fermeture. Ils se virent. Et dans un moment de faiblesse, s'embrassèrent. Émilie rentra, coupable, et avoua tout à Claire. C'était une erreur, pleura-t-elle. Claire, dévastée, hurla, tu me détruis. Elle partit, claquant la porte. Seule dans un hôtel, Claire réfléchit à ses choix. Ai-je forcé cet amour, se demanda-t-elle. Elle appela sa thérapeute, qui l'encouragea à pardonner. Mais le pardon était dur. Émilie, rongée, tenta de se suicider avec des pilules, mais appela les secours à temps. À l'hôpital, Claire accourut. Ne me laisse pas, supplia-t-elle. Émilie, faible, murmura, je t'aime, mais je suis perdue. Leur réconciliation fut fragile, marquée par une thérapie de couple. Elles explorèrent les racines de leur conflit, l'éducation répressive de Claire, le mariage forcé d'Émilie. La société évoluait lentement. Une loi sur l'adoption pour couples homosexuels passa,
redonnant espoir. Mais personnellement, les cicatrices restaient. Claire perdit son emploi à cause de ragots, forçant un nouveau départ dans un cabinet progressiste. À la fin de cette période, elles réalisèrent que l'amour exigeait des sacrifices constants. Sommes-nous prêtes, se questionnèrent-elles. La guérison fut lente, mais déterminée. Claire et Émilie, après l'incident à l'hôpital, s'engagèrent dans une thérapie intensive. Nous devons reconstruire, dit Claire. Émilie acquiesça, jurant fidélité. Elles déménagèrent à Provence pour un fresh start, loin des jugements parisiens. Là, dans un village pittoresque, elles trouvèrent une paix relative. Émilie peignit des paysages chargés d'émotions. Claire travailla à distance. Pourtant, le passé revint. Madame Moreau, malade, appela Claire. Viens me voir, implora-t-elle. Claire hésita, mais y alla seule. À l'hôpital, sa mère avoua, j'ai eu tort. La peur m'a guidée. Claire pleura, maman. Accepte-nous. Madame Moreau promit d'essayer. Mais le père resta distant. Antoine, divorcé et amer, refusa tout contact. Vous avez gagné, écrivit-il dans une lettre haineuse. Émilie, lisant cela, se sentit coupable. C'est ma faute, dit-elle. Claire la rassura, c'est notre vérité. Dans ce nouveau cadre, leur amour s'épanouit. Promenade dans les vignes, dîner romantique. Mais des défis surgirent, le village, conservateur, murmura sur ces deux femmes. Un jour, un voisin les insulta ouvertement. Émilie, forte désormais, répondit, l'amour est amour. Claire admira sa transformation. Un conflit moral émergea quand Émilie reçut une offre d'exposition à Paris, sponsorisée par un groupe anti-LGBT déguisé. C'est de l'argent, dit-elle. Claire s'opposa, c'est une trahison de nos valeurs. Émilie céda, choisissant l'intégrité, mais perdant l'opportunité. Claire, de son côté, défendit un cas pro bono pour une jeune lesbienne discriminée au travail. Gagnant l'affaire, elle gagna en reconnaissance, mais attira des menaces en ligne. Tu paieras, lisait un message. Émilie paniqua, arrête. C'est dangereux. Claire refusa, je dois me battre. Leur relation fut testée par une tentation externe. Lors d'un voyage à Marseille, Claire rencontra une ancienne flamme, une femme confiante. Elles flirtèrent innocemment, mais Émilie le découvrit. Tu me rends la monnaie, accusa-t-elle. Claire nia, c'était rien. La jalousie raviva de vieilles blessures. Pour surmonter, elles participèrent à un retreat LGBT en Bretagne. Là, des ateliers sur la résilience les aidèrent. Nous sommes plus fortes ensemble, réalisèrent-elles. De retour, un choc, Madame Moreau mourut subitement. Aux funérailles, la famille se réunit. Le père, ému, serra Claire dans ses bras. Pardonne-nous, dit-il. Antoine, présent, ignora Émilie. Mais parla à Claire, peut-être un jour. C'était un pas timide vers la réconciliation. Émilie, inspirée, créa une série d'œuvres sur le pardon. Vendues à une galerie inclusive, elles apportèrent stabilité financière. Claire, promue, équilibra vie pro et perso. Pourtant, des doutes persistaient. Et si on avait des enfants, demanda Émilie. Claire hésita, avec les jugements. Elles explorèrent l'adoption,
fascine bureaucratie et préjugés. À la fin, elles choisirent de persévérer, payant le prix de leur authenticité. Les années passèrent, marquant Claire et Émilie de cicatrices invisibles mais profondes. Installées définitivement en Provence, elles bâtirent une vie stable, entourée d'amis compréhensifs. Émilie devint une artiste reconnue. Ses toiles exposées dans des musées, portant des messages de tolérance. Claire, associée dans un cabinet spécialisé en droits humains, défendait des causes LGBT avec passion. Pourtant, les échos du passé résonnaient. Antoine, remarié, envoya une carte pour Noël, paix. Claire répondit, espérant un pont. Le père, veuf, visita un jour. J'accepte, dit-il simplement, embrassant Émilie. C'était une victoire amère. Après tant de pertes, les conflits intérieurs s'apaisèrent. Mais pas sans coup. Claire luttait parfois avec la dépression, regrettant l'innocence perdue. Émilie, marquée par sa tentative de suicide, veillait à sa santé mentale. Leur amour, forgé dans le feu, était résili, fait de compromis et de tendresse quotidienne. Un jour, lors d'une conférence à Paris, Claire parla de son parcours. L'amour demande du courage, dit-elle au public. Émilie, dans l'audience, pleura de fierté. Mais dehors, des manifestants anti-LGBT protestaient, rappelant que la lutte continuait. Dans leur intimité, elles affrontèrent un dernier dilemme, adopter un enfant. Après des mois de procédure, elles réussirent. La petite Marie apporta joie. Mais aussi peur, et si elle souffre à cause de nous, se demanda Claire. Émilie répondit, nous l'élèverons forte. La société évoluait, mariage gay célébré. Loi protectrice. Pourtant, des poches de résistance persistaient, comme des amis perdus ou des regards hostiles. Au crépuscule de leur histoire, Claire et Émilie regardaient le soleil se coucher sur les champs de lavande. Avons-nous fait le bon choix, murmura Claire. Émilie serra sa main, oui. Car nous sommes libres. Mais la question persiste, l'amour vrai justifie-t-il tous les sacrifices? Ou certaines trahisons sont-elles impardonnables?